Et on va avoir manqué la première jour, par exemple. Bon, donc, c'est ça. Je vais expliquer un petit peu où est-ce que je pars pour que vous puissiez comprendre pourquoi je crois connaître un petit peu la filtration et pourquoi je peux vous amener peut-être des idées à améliorer votre système. Moi, personnellement, j'ai 3000 entailles. Je sais que dans la salle, il y en a qui vont avoir probablement plus d'entailles. Là où je vais rattraper ces gens-là, c'est parce que tous mes clients sont un peu l'information que j'ai cueillie dans toutes les régions du Québec avec des personnes qui ont jusqu'à 120 000 entailles où est-ce que je vais puiser des informations et je vais les assimiler à d'autres informations. C'est avec ça que j'ai fait l'expérience que je crois avoir acquis pour pouvoir la transmettre, la vulgariser du mieux que je peux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter, mais je vais faire le tour de l'ensemble des équipements qui peuvent se tourner. Donc, je vais vous présenter en premier, l'ordre du jour qu'on a, c'est les différents types de filtration, la filtration du sirop, comment ça marche. On a l'importance de la poudre et son impact sur la filtration. Sol, saison, température, différents besoins pour chaque situation. Mythe et réalité sur la filtration du sirop. Et en dernier, en point 6, questions et réponses. Donc, on va faire le tour de ça. Les différents types de filtration. Dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui fonctionnent encore avec des tucs par main levée? Donc, on va pouvoir discuter un peu là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui possèdent des presses vacuum? Donc, on a quelques personnes qui ont des presses vacuum. Puis, pour les autres, que je viens de passer droite, pour les autres, possiblement qu'on va y aller avec ce type de presse-là. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont des plus grosses? Donc, on a de toutes les catégories dans la salle. Ça va être le fun. On va pouvoir discuter de tout ça. On va juste aller voir. Donc, la filtration, comment ça marche? C'est le début de ma conférence. Je vais vulgariser probablement ce que la plupart d'entre vous savent, ce qui se passe, mais je vais le schématiser sur des dessins pour que vous puissiez comprendre, parce que j'essaye de faire le parallèle entre donner un poisson à une personne pour qu'il se nourrisse et lui apprendre à pêcher. Donc, si vous comprenez ce qui se passe dans votre érablière, vous allez probablement être beaucoup plus performant, peu importe le type de filtration que vous utilisez. Pour ma compréhension, puis je me protège en disant ça pour pas que je me fasse défaire par des ingénieurs ou quoi que ce soit, c'est ma compréhension, mais vous allez voir que ça s'applique passablement partout. Une goutte de sirop, qui peut souvent pas ressembler à ça, mais pour moi, c'est ma compréhension d'une goutte de sirop, ça vient toujours avec, gratuitement, des impuretés qui sont accrochées après. Ça, c'est un téléphone qui sonne, c'est un client qui veut sûrement placer une grosse commande. Ça vient toujours avec des impuretés accrochées après lui. Ça, c'est l'image de ce que je me fais d'un filtre. Puis c'est ce que je veux vous montrer par ce dessin-là, qu'une goutte de sirop, la première fois qu'on passe au travers d'un filtre, le filtre propre ne filtre jamais bien. En pensant qu'on nettoie notre presse, le premier sirop qui va passer au travers de votre filtre, peu importe la sorte de filtration que vous avez, il y a peut-être celle-là qui est la moins problématique, mais tous les autres filtres, le premier sirop que vous allez passer au travers de votre filtre, il va lui laisser des impuretés. Parce que dans ma compréhension, c'est la saleté qu'il y a sur le sirop qui va rendre votre sirop plus propre les quelques minutes plus tard. C'est de là qu'on va apprendre que moi, ce que je conseille lorsque votre presse est propre, de toujours repasser le premier sirop une deuxième fois dans votre filtration. Dès qu'on utilise, il y a celui-là, pour ceux qui utilisent encore le feutre, ceux-là,
je considère que le sirop qui passe au travers est passablement 99,9% propre parce que c'est seulement que la gravité qui va avoir laissé passer le sirop. C'est un peu pour ça que c'est beaucoup plus difficile de filtrer parce qu'on ne force pas le sirop à passer. Mais dès qu'on va arriver à un mode de filtration avec du mécanisme, soit pour le tirer ou pour le pousser de force, le premier sirop, moi je ne recommande jamais à mes clients de l'envoyer directement dans une bouteille, encore loin de là, parce qu'on va voir des nuages de brouillard après quelques jours se former dans le bas de la bouteille. Je considère de toujours retourner votre sirop dans le même contenant qui vient de partir, puis ça vous rend pas, ça ne salira pas plus votre presse, parce que ce sirop-là est déjà nettoyé de 90% des particules qu'il avait entraînées. Donc, il va être plus facile la deuxième fois à nettoyer. Mais la deuxième fois, l'effet qu'on va avoir un lit de saleté qui va s'être accumulé sur votre filtre, c'est le lit de saleté qui va être beaucoup plus propre. La preuve qu'un sirop qui est un filtre qui est le plus efficace, c'est lorsque votre presse est de plus en plus sale. La preuve qu'il va être beaucoup mieux filtré, c'est qu'il va en venir une période où est-ce que le sirop est plus capable de passer. C'est là que vous obtenez le meilleur résultat de filtration, jusqu'à la limite où est-ce qu'il ne passe plus rien. Bien, ça vaut pour les filtreurs à l'air d'une fournaise que vous avez chez vous. Lorsque vous mettez un filtre neuf dans votre fournaise, vous êtes sûr que les premières journées, vous pensez que ça marche beaucoup mieux, mais vous retournez la même poussière dans la maison. C'est juste quand il va commencer à se salir qu'il va être beaucoup plus efficace. Donc, si on veut, bien, on a un système de presse, comme je vous disais, à vacuum. C'est une des méthodes qu'on a mis sur le marché, ça fait quelques années maintenant, de différentes dimensions. C'est une méthode qui est très appréciée pour les plus petites installations, mais qui est très rapide, puis on peut utiliser toujours des pré-filtres dans ces deux systèmes-là. Ça peut même aller dans les gros modèles, mais c'est moins courant. Le pré-filtre va juste vous aider à enlever les grosses particules au début de la filtration. Lorsqu'on s'en va, on était dans la filtration, comment ça marche? Tous les systèmes qu'on a ici, incluant les tucs, que j'appelle les tucs, peuvent être utilisés avec un mélange de poudre. Ici, j'ai imagé, vous voyez la qualité de dessin que j'ai réussi à faire. Sont imagés en octogone rouge. C'est des grains de poudre que lorsqu'on mélange à notre solution, vont servir à éviter qu'une saleté complète je vais vous le faire, hier j'avais fini mon dessin. La différence entre quelqu'un qui n'utilisera pas de poudre, lorsque vous allez avoir votre filtre ici, votre goutte de sirop va arriver, puis la saleté qui est contenue là va vous faire un rang complètement opaque dans l'espace de... Bien, ça dépend de la saison, parce que pendant la saison des sucres qui dure environ une trentaine de journées, vous allez avoir peut-être 10 changements de type de filtration que vous devriez vous adapter. S'il y a peut-être une courte période d'environ une semaine où vous n'auriez pas besoin de poudre, mais toutes les autres périodes entourant cette période-là, une variation de quantité de poudre vous devriez vous habituer à connaître comment faire pour la générer dans votre solution. La méthode, je vais tenter de vous l'expliquer, puis si je ne réussis pas, vous me posez des questions jusqu'à temps qu'on réussisse, on ne part pas d'ici, tant que tout le monde n'a pas compris. Fait que vous n'avez pas le choix, vous allez avoir compris quand vous allez être parti. Si vous ne mettez pas de poudre, vous allez voir, il y a des saisons où c'est plus marqué, selon la température, puis le sol que vous avez dans votre érablière. Il va se faire une ligne opaque. Une ligne imaginaire qui va faire que le sirop, pendant à peu près à 10% d'un rendement normal,
vous allez avoir obtenu une étanchéité, puis il n'y a plus rien à faire. On entendait des gens hier, une presse là, au début de la saison, faire démancher 4 fois sa presse pour faire 2 barils de sirop. Alors qu'on pourrait s'attendre, dans une presse de 10 pouces, que la plupart des gens ont, on pourrait s'attendre de faire jusqu'à 4, 5 barils dans les meilleures conditions, mais dans les pires conditions, en bas de 1 ou 2, vous avez quelque chose à apprendre à utiliser la poudre mieux. C'est là qu'un des petits trucs importants que je vais tenter de vous montrer. La poudre, elle a pour effet que lorsque 2 brins de poudre vont être proches, ils vont toujours laisser une fissure pour passer une autre goutte de sirop après. Moi, la méthode que j'enseigne à tous les gens qui ont des problèmes de filtration, la solution que vous avez de poudre versus sirop devrait être la même du début à la fin de l'utilisation, peu importe le mode de filtration que vous avez, d'une presse de 43 barils à une tuque qui pourrait faire 5-6 gallons. Et oui, on peut utiliser de la poudre dans une tuque. Ça va vous aider à éviter que la tuque s'obstrue beaucoup plus rapidement. Il s'agit de la mélanger, puis d'apprendre à savoir la quantité. Si je suis ce que ça va... Bon, OK, ça veut dire qu'on était rendu là. J'ai le temps de vous montrer, avant qu'il y en ait un qui pèse sur mon bouton, la différence. Vous allez... avant quand j'arrive avec l'autre, je vais expliquer. L'apprentissage de l'utilisation, comment faire pour savoir quelle quantité de poudre mettre dans votre solution, tout va résider lorsque vous allez ouvrir votre presse. Peu importe que ce soit une presse à vacuum, vous allez le voir sur le filtre lorsqu'il va être sec, puis dans les presses aluminium, stainless ou les plus grosses, lorsque vous ouvrez votre cadre et que vous allez décoller votre papier, l'optimisation de l'utilisation de votre presse va résider à rechercher une quantité compressée de votre cadre. Lorsque vous allez avoir réussi à atteindre un bloc complètement solide, ça veut dire que vous avez utilisé soit 100% de votre presse ou vous avez mis trop de poudre. À l'opposé, lorsque, au début de la saison, vous arrivez et que votre presse a fait 25 gallons, puis que vous auriez été censé d'en faire au moins peut-être 2 barils parce que les conditions étaient difficiles, vous allez décoller votre papier, puis vous allez avoir du liquide au centre. Si vous avez du liquide au centre, tout le temps en respectant que vous mettez toujours la même quantité, si vous filtrez, par exemple, vous filtrez 20 gallons d'un coup, et que vous êtes habitué de mettre 10 cannes de poudre, et que lorsque vous allez ouvrir votre papier, vous avez un centre qui est liquide, vous auriez dû mettre 15 cannes de poudre au lieu de 10. Donc, la fois suivante, vous augmentez de 10 % la quantité de poudre jusqu'à ce que vous obteniez un bloc solide. Lorsque vous allez être rendu au bloc solide, mais la saison change toujours en cours de route, bien là, vous allez réduire la quantité de poudre pour toujours vous tenir le plus proche possible d'un bloc complètement plein. Donc ça, c'est une méthode qu'on vous recommande d'apprendre à lire au travers de vos informations que vous avez chez vous, là, à toutes les fois que vous ouvrez votre presse. C'est elle qui vous parle. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y en a pas. Si vous me rappelez pendant une saison, je vais recommencer à la même place. Qu'est-ce que vous aviez quand vous avez ouvert votre presse? Est-ce que c'était bien plein ou il y avait seulement qu'une ligne? Il y a des gens qui vont dire, ben moi je mélange un tas de sirop avec de la poudre, beaucoup, je l'envoie d'un coup. Ben ça va faire ce qu'on a ici, là. Si vous voulez, vous allez voir, quand vous allez l'ouvrir, là, vous allez avoir comme une ligne noire opaque. La plupart du temps, c'est noir, ce produit-là, quand ça fait ça. Puis vous allez arriver avec votre doigt, puis vous allez briser le dessus de cette partie-là, puis vous allez tomber dans une partie de poudre qui n'a pas été utilisée par votre sirop. Fait qu'il va s'être fait une ligne qui va s'être étanchée au-dessus de votre poudre. Donc, vous avez mis trop de poudre au début, puis vous avez arrêté d'en mettre,
ça s'est bloqué instantanément tout de suite après. Donc, ça n'aurait rien donné ça n'aurait absolument rien donné d'avoir mis beaucoup de poudre au départ. Vous auriez été mieux d'en mettre une quantité tout le temps raisonnable. Puis là, ça l'aurait fait que l'autre goutte de sirop aurait arrivé avec ces 2 brins de poudre, puis elle aurait accumulé graduellement de la poudre, mais en continu. Puis au travers de la saleté, il y aurait eu des brins de poudre qui auraient continué à vous garder un chemin disponible pour la goutte de sirop jusqu'à ce qu'on ait empli complètement l'espace disponible. C'est qui va vous donner, la plupart du temps, le double de rendement avec la même installation. Juste pour... moi, chez moi, faire une presse, en tout cas, j'espère que c'est pas comme ça chez vous, j'attends toujours que ma femme, ça donne à être à la cabane à sucre, puis moi, je me trouve d'autres choses à faire. Fait que je lui demande de faire la presse, c'est le temps que je suis parti faire une commission plus importante. Mais c'est pas de quoi que j'aime faire. Ça fait que c'est pour ça que j'essaie de travailler tout le temps le maximum pour que je réussisse à aller chercher le maximum de nos presses. J'ai quelques informations sur... Là, on était rendu au troubleshooting, mais je peux vous montrer les différences qu'on a sur les nouvelles presses qu'on a mis aujourd'hui. La différence entre une presse en stainless, c'est une option de plus que les presses d'aluminium n'ont pas. Vous voyez ici, ça, c'est l'équivalent de la même presse. Puis sur les nouvelles presses en stainless, on a un trou supplémentaire qui existe aussi sur les plus grosses. Ce trou-là va servir à utiliser votre presse plus longtemps parce que si vous faites votre presse, vous refaites votre presse en neuf, que vous n'avez pas utilisé peut-être plus que 50% de sa capacité, vous pouvez la laisser complètement dans le sirop toute la nuit, 2 jours. Ça ne dérange absolument rien. Votre sirop est à 66 dans la presse. On ne la dessucre pas rien. Le lendemain, on va ouvrir une valve qui relie tous ces conduits-là. Ça va vous permettre d'expulser le sirop froid et de le retourner dans le sirotier. Dans l'espace de 3-4 minutes, vous allez pouvoir redevenir avec une presse qui va être complètement fonctionnelle comme la journée d'avant. Donc, vous allez vous sauver probablement dans la saison 3 ou 4 changements de presse parce que vous allez utiliser toujours son plein potentiel de la capacité de votre presse à sirop. Donc, ça, c'est un des avantages des nouvelles presses qu'on vient de mettre sur le marché. Si on veut parler, moi, ça, c'est une chose... Si on parle d'une presse de cette dimension-là, on parle que c'est des presses qui peuvent faire jusqu'à 40 à 45 barils de sirop de 34 gallons. Une presse en aluminium stainless, un petit peu plus en stainless parce qu'ils sont plus faciles à réchauffer le matin, mais une presse 10 pouces, 7 plaques, comme peut-être la plupart des gens ont là, on peut aller chercher jusqu'à 4 à 5 barils de sirop quand on l'utilise à son plein potentiel. Fait que si vous êtes toujours en bas de ça, ça veut dire que vous avez à gagner à apprendre à travailler avec la poudre. Il y a des gens qui n'utilisent pas de poudre du tout, c'est correct aussi, mais c'est une sorte de sable artificiel qu'on met dans le sirop que dans le milieu de la saison, bien souvent, il y a une période où on n'en met pas du tout, puis il y en a même trop que lorsque vous allez sortir votre cadre, ça va être compacté. Donc, c'est la seule période où on n'aura pas à mettre de poudre du tout au travers de votre sirop. Donc, c'est sûr qu'il faut toujours prendre soin de respecter les degrés de filtration qu'il faut qu'on atteigne avec les nouvelles normes pour être sûr d'avoir un bon résultat de filtration. Dans les presses qui se réchauffent, bien, vous allez toujours retrouver un tuyau supplémentaire où est-ce que ça va être indiqué « sortie de sirop non filtré ». Donc, pas faire d'erreur puis le mettre dans le baril puis garder le sirop filtré pour retourner dans votre sirotier, sinon vous allez trouver un petit peu plus d'ouvrage. Donc, je serais rendu au troubleshooting. Quels sont les principaux problèmes des gens qui m'appellent? Des fois, ma presse marchait bien, puis ça n'a pas... une petite question avant. Combien de gens, hier, je n'avais pas beaucoup, combien la goutte de sirop doit passer au travers de combien de plaques?
Est-ce que j'ai des réponses? Combien de plaques? Une? OK. J'ai-tu d'autres choix de réponse? Si j'ai 7 plaques? Donc, je peux déduire que tout le monde sait, mais ça m'arrive des fois des personnes du grand public, des fois, ils me demandent, ils disent, il faut que le sirop passe au travers de toutes les plaques. Bien, c'est sûr que non, on passe seulement qu'au travers d'un filtre. Est-ce qu'on devrait mettre un filtre, 2 filtres, 3 filtres? Avez-vous une opinion là-dessus? 2 filtres? 2 filtres? Il y en a qui vont me répondre, « Ouais, tu dis de mettre 2 filtres parce que tu es vendeur. » Ben, oui, je suis vendeur, mais c'est pas pour ça que moi je recommande de mettre 2 filtres. Moi, c'est le deuxième filtre est là comme sécurité pour vous protéger contre une brisure que votre presse pourrait amener à votre papier. Régulièrement, prenez le temps de passer la main sur vos alvéoles. Si jamais vous trouvez un endroit qui est très abrasif, c'est pas dur de donner un petit coup de lime ou quelque chose pour l'adoucir. Parce que la pression qu'on va exercer là-dessus, c'est elle qui peut endommager votre papier, puis c'est elle qui pourrait vous occasionner un défaut de filtration. Donc, de passer la main là-dessus, des fois, ils peuvent être en contact ou se cogner, on l'échappe, puis si vous avez une brisure, bien, ça pourrait vous amener à avoir un léger défaut de filtration, puis des fois, on peut chercher longtemps avant de le trouver. Toujours faire attention dans les troubles, des fois, les gens vont dire « Oui, j'ai mis toutes mes dents du même côté. » Puis là, ben moi, je les connais, mes presses, les autres marques aussi ont les mêmes choses, là. Mais là, il me dit « Oui, j'ai toutes mes dents sur le bon côté. » Mais bien souvent, après un an, toutes les dents étaient ramassées de l'autre côté. Il y en avait juste une des marques qui étaient de ce côté-là. La plupart du temps, la ligne se raccroche, puis je ne sais même pas avec qui j'ai parlé. Mais c'est pas grave, on a réglé le problème. C'est quelquefois un trouble qui peut arriver quand on recommence la saison. Il ne faut pas qu'il ait fait toute la saison comme ça, parce que ça va peut-être y coûter un petit défaut de filtration à son classement. Donc, si je m'en vais dans les troubles, on avait... OK, ça, c'est les quantités qu'on préconise qu'on peut filtrer normalement avec chacune des quantités, avec chacun des modèles. On avait la tuque qui était là avant. Non, on n'avait pas la quantité sur celle-là. On a la moyenne qui peut aller jusqu'à 14 gallons, la grande jusqu'à 18 gallons. Puis là, dans ces presses-là, c'est des chartes qu'on va chercher. Donc, environ de 40 à 45 barils de sirop avec la plus grosse, de 4 à 5 barils dans les meilleures conditions, la même chose pour celle-là, avec des plus petits volumes pour ceux-là. Après ça... Oui, oui. Je remarque que vous avez ça dans vos chambres, mais moi, nous autres, on est là, j'avais 25 ans maintenant, mais c'est une 7 pouces. Je remarque que vous n'avez pas des 7 pouces. Oui, c'est une bonne question. La madame me demande pourquoi on n'a pas de 7 pouces. C'est une très bonne question. On avait la possibilité, on a les moules pour les faire. C'est juste que pour les nouveaux clients, on préfère vendre à un client, nous, une 10 pouces 4 plaques qui équivaut à la même superficie qu'une 7 pouces 7 plaques. Donc, on veut que la personne va acheter le même frame, la même longueur, puis si elle va vouloir augmenter sa quantité de filtration possible, elle va seulement qu'avoir acheté les 2 tiges, puis les plaques supplémentaires. C'est pour ça qu'on a éliminé une grosseur qui pour nous fait des inventaires de moins, et que si la personne veut augmenter avec les années, bien, ça lui coûte moins cher que de tout changer la presse. C'était une bonne question. Donc, après ça, je me ramassais avec... utiliser dans un point... OK, donc je vous ai donné la réponse. Vous n'aurez pas de points si vous répondez comme il faut. Des questions. Je suis déjà rendu à la période des questions.
Avez-vous des questions que je n'aurai pas les réponses? Ou ceux-là que j'ai réponse, ça fait pareil? La poudre à filtrer s'applique partout, dans les tubes, dans les presses rondes, dans les presses à plaques. Puis, un mythe, on n'est pas obligé de... dans nos presses à plaques, on peut utiliser des feutres. Les grands acheteurs de sirop n'utilisent pas aucun papier pour mettre sur le presse. Ils mettent tous des feutres. Puis le feutre n'a pas été aimé beaucoup parce que de revirer ça, puis se rentrer la main là-dedans, c'était pas vraiment agréable. Mais lorsqu'on a des feutres dans des presses comme ça, c'est une bande rectangulaire, ça fait très bien la job. Mais au même titre que le papier de tout à l'heure, lorsque le feutre est propre, ça ne filtre pas vraiment. Ça va enlever 90%, mais ça ne filtre pas à 100%. C'est la saleté qui va s'être accumulée dessus qui va augmenter la qualité de filtration après, ça dépend de la vitesse de votre pompe, mais après 5 à 10 minutes. Une chose que je ne veux pas oublier de vous dire, quelle serait la pression idéale à exercer sur votre pompe ou le débit de sirop dès que vous démarrez votre presse? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée là-dessus, quelle devrait être la pression idéale à rentrer votre sirop quand on commence une presse neuve? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Je vais vous donner la mienne si vous n'avez pas... OK, vous allez avoir la mienne. Le moins possible de pression et de débit le plus longtemps possible au début du démarrage de votre presse. C'est là que se joue tout le jeu de la durée de votre utilisation de presse. Il faut faire attention, lorsque vous démarrez votre presse, vous voyez absolument rien sortir au bout de votre crochet. On a toute la tendance à fermer le bypass, dire « Tu vas m'en emmener du sirop, je veux en voir. » Bien, on est en train de faire une erreur. Surveillez dans votre sirotier, ça baisse à la même vitesse, mais on est juste en train de remplir nos cadres. Puis bien souvent, si vous avez fermé votre valve, vous allez forcer votre sirop à passer plus vite, puis vous risquez de faire une ligne, puis de colmater votre presse beaucoup plus rapidement que si vous lui laissez le temps de passer graduellement. Lorsque vous allez voir arriver votre sirop, vous allez avoir un débit acceptable, mais c'est juste parce que le temps que vous avez rempli vos cadres, vous n'avez pas eu aucun résultat. Puis des fois, il faut prendre le temps d'avoir des résultats intéressants. Il faut prendre le temps que les choses se placent. Puis si vous ne forcez pas votre sirop à passer rapidement, vous allez gagner du temps de filtration à la fin de votre utilisation de presse. Avez-vous une autre question? Oui? Justement, comme ça, c'est mieux de mettre du bypass en commençant. Toujours le bypass ouvert à 80-90%. Vous n'êtes même pas censé voir apparaître aucune pression sur votre cadran. Vous êtes censé d'être à 0 livre. Votre filtre est propre, je vous l'ai dit, ça ne filtre pas. Donc, c'est facile à passer le sirop. C'est juste que vous ne voyez pas arriver. Donc, ça vaut pour tous les modèles de presse, excepté la tuque. Là, on ne peut pas faire grand changement. Oui? J'ai vraiment une aberration contre ça. Moi, c'est jamais je vais me conseiller de faire ça. Avec de l'eau chaude, vous venez de déranger votre densité de sirop. Vous allez être obligé de retourner un paquet de sirop dans l'évaporateur pour être sûr de garder votre solution concentrée. Puis, jamais que je vais aimer qu'on mette trop de poudre au début pour penser d'avoir gagné du temps. Vous avez juste réussi à vous faire un mur de poudre blanche qui ne sera pas utilisé. Pour confirmer ce que je vous dis, lorsque vous ferez ça la première fois, vous prendrez votre doigt puis vous ferez un petit trou sur la saleté lorsque votre presse va être bouchée. Puis à un moment donné, vous allez tomber dans de la belle poudre propre, sans imperfection, sans impureté dedans. Cette poudre-là a été utilisée tout à fait pour rien. Oui? Oui, ça, tu l'as entendu hier. Tu voulais me la répéter aujourd'hui. Hein? OK. Moi, je préfère mouiller les filtres.
C'est sûr que ça va mieux pour l'adhérence sur le papier. C'est certain qu'il faut se garder une petite marge de manœuvre parce qu'on va avoir un petit peu d'humidité qui va être retournée parce que là, j'ai considéré que vous avez retourné votre sirop à l'intérieur de votre sirotier. Moi, je préfère un filtre qui va être un peu détendu puis qui va être plus facile à écraser un contre l'autre. Un gasket qui est sec va être plus dur puis vous ne pourrez pas serrer à la base, la première fois, autant votre compression, donc un danger de fuite plus rapide vers la fin. Sauf si vous avez des bras plus gros que les miens, ben, vous avez des chances de réussir pareil. Une autre question? Oui? Avec les feuilles, ça coule. C'est sûr que l'épaisseur du feutre vient vous donner un endroit où ce que le feutre va réussir à traverser. Ce qui va passer au travers du feutre, c'est minime comme quantité, mais il y a des gens qui vont nous demander de faire un couvercle, puis le sirop qui va retomber dans la presse, il ne sera pas perdu. Mais vous allez économiser sur le coût des papiers, puis c'est lavable. Parce que c'est certain que il n'y a pas de recette miracle facile puis qui ne coûte rien. Mais ça, c'est l'inconvénient d'un feutre. Mais est-ce que vous les mouillez avant des mettre? Si vous les mouillez, vous allez atteindre probablement un tour de plus de serrage, il va être plus facile à aplatir. On est avec des jack à pression là, à 3500 livres, 4000 livres. Oui, mais si vous le mouillez, vous allez l'aplatir beaucoup plus que s'il est sec. Parce qu'une matière sec est plus dure à compresser que si elle est humide. Et ça coule pas finalement. Est-ce que les plaques sont bien usinées? Est-ce que ça coule toujours de la même plaque? Parce que si ça coule toujours de la même... Ça coule, il y a des petites plaques, ça coule sur les petites plaques. OK, ça veut dire que c'est réellement parce que Mais là, vous devez être rendu à des hautes pressions pour que ça coule comme ça. Là. On commence peut-être. On peut monter jusqu'à 60 livres de pression. 60 litres de pression, je vais considérer qu'on n'est plus dans des presses qui sont en état de filtrer. C'est dans le haut de la filtration que je considère avec tous les modèles de presse. Là. C'est sûr que ça filtre encore. C'est là que votre sirop est le mieux filtré. Là. Mais à 60 livres de pression, moi, quand j'ai des nouvelles pompes, c'est sûr que si on utilise des pompes comme ça, la pompe, elle a un reset dessus à partir de 45-50 livres. Elle ne se rendra pas là. À 60 livres, on augmente. Vous avez-vous une grosse presse dans ce type-là? Une 18 pouces? C'est sûr que c'est l'inconvénient du feutre, parce que le feutre, en théorie, il est épais comme ça par rapport à une feuille de papier. Est-ce que vous y mettez un pré-filtre devant? On met un papier et ça change pas beaucoup. OK. Fait que c'est sûr que ça peut être à vérifier s'ils ne sont pas. Parce que les nouvelles, le nouveau feutre, ils sont ronds. Oui, oui. Oui, c'est des feutres, la plupart du temps, ils viennent avec un habillage qui passe par-dessus par-dessus une plaque qui va permettre de recouvrir. Ça va être plus facile si j'en prends un ici. Un feutre, lorsqu'il est vendu, il va recouvrir la plaque, puis il va redescendre de l'autre côté, puis il va faire les deux côtés en même temps. Fait que ça va arriver. Vous allez arriver, puis vous allez pouvoir descendre les deux. C'est sûr qu'il y a des inconvénients à tout. C'est l'inconvénient un peu des fuites, mais il n'y a pas de gaspille là-dedans. Une chose que je veux vous parler avant de l'oublier, parce que ça me vient en tête, combien de gallons devriez-vous utiliser pour désucrer votre presse? Combien de gallons d'eau? On parle de filtrat, là. Je vais juste vous montrer comment faire le calcul. Si 40 gallons d'eau font 1 gallon de sirop, s'il vous reste 1 gallon, 2 gallons ou 10 gallons de sirop dans votre presse, multipliez-le par 40. Puis ça, c'est pour vous ramener à 1 à 2 % de sucre. Donc, ceux qui pensent que de passer 5 gallons d'eau dans une presse pour récupérer le sucre qu'il y a dedans, bien, vous laissez du sucre aller dans les vidanges. Le sucre est rendu dans votre cabane à sucre. Je me répète pour être sûr que tout le monde m'ait compris. Ça prend 40 gallons d'eau d'érable pour faire 1 gallon de sirop. Si vous voulez désucrer votre presse, on est à 66 brix là-dedans. Là. On est rendu en sirop. Fait que
Pour un gallon de sirop qui est presque... Dans une presse comme ça, moi, je considère qu'il doit rester dans des bonnes conditions de 1 à 2 gallons de sirop entreposés dans la poudre qui est toute là. Fait que, si vous voulez aller chercher le maximum, bien, ça prendrait de 40 à 80 gallons d'eau à passer dedans. Puis faites le test. Vous avez tous des testeurs de sucre. Après que vous avez passé 40 gallons d'eau, puis idéalement chaude, prenez-vous un échantillon de l'eau, puis vous allez tester encore 3 à 4 de sucre. Donc, on court dans le bois comme des écureuils pour ramasser des gouttes d'eau, des fois à 2 et quart. Puis on a de l'eau ici à 3, 4, 5 de sucre. Fait que c'est une place où ça coûte pas cher de ramasser du sirop, puis elle est rendue dans la cabane. Ça fait que c'est des conseils que je demande à mon épouse de faire quand elle lave la presse. Oui. 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 Bien. Bon, c'est une très bonne question. Je vais la répéter pour les gens en arrière. Lorsque vous avez une presse comme ça, est-ce qu'on se doit, si vous avez 3, 4 heures ou une journée à faire, qu'est-ce qu'on doit faire si, mettons, on a juste utilisé moins de 50 %? Et je dis moins de 50 parce que si vous avez passé 3 barils et demi, ben, je vais vous dire, si vous avez une journée de 3 ou 4 barils le lendemain, c'est peut-être préférable de la sucrer le temps que tout est chaud. Mais si vous avez 1 ou 2 barils de passé, puis vous êtes dans des bonnes conditions, moi, je ne me gêne pas le lendemain d'ouvrir mon bypass puis de laisser ma pompe. Il ne faut pas être pressé. La pompe, elle ne travaillera pas beaucoup plus fort. Je vais la monter à 5 à 8 livres. Même si elle n'a pas de partie pour la réchauffer, elle va réussir à repasser le sirop tranquillement au travers des papiers. C'est sûr que je vais le retourner dans le sirotier pour être sûr de la réchauffer et d'atteindre les bons degrés. Mais la presse, la pompe, ça ne la dérange pas. Elle va prendre le temps de repasser le sirop au travers des papiers, puis vous allez réussir à reprendre votre filtration aux mêmes conditions que la journée d'avant. Donc, c'est encore là une méthode d'éviter d'être obligé de désucrer puis perdre du sirop, mais ça va prendre un petit peu plus de temps, prévoir un petit peu plus de temps au départ de partir votre pompe, puis vous retournez à l'intérieur. Vous allez voir, au début, ça va commencer par un filet, puis graduellement, vous mettrez votre main dessus, vous allez la voir, elle va réchauffer tranquillement, puis à un moment donné, pour revenir aux mêmes conditions qu'hier. Mais le sirop que vous allez infiltrer dedans, se souvenir que vous devez avoir la même concentration de poudre, tout le temps en continu, la même quantité de poudre par gallon de sirop. D'autres questions? Oui? C'est une bonne suggestion, ça, mais que ma femme vienne faire cabane. Non, c'est quelque chose, mais il n'y a pas de recette miracle. C'est ça qui est difficile là, dans ça. Il n'y a jamais une recette idéale pour une journée donnée. Vous avez 2 voisins côte à côte, pas le même évaporateur, pas les mêmes vacuums. Tout est interrelié, puis il n'y a rien de stable présentement. Donc, c'est beaucoup de l'information, de l'apprentissage de vous qui allez devenir les meilleurs opérateurs. Mais je suis là pour vous aider. Ça nous fait plaisir de donner une formation comme ça pour amener tout le monde à utiliser le maximum, peu importe le modèle de presse que vous avez. Là. Oui? Un papier, là, ça se nettoie. Ça fait que ceux-là qui disent qu'on est des vendeurs, tantôt, je ne l'ai pas rajouté, là, mais vous pourriez laver un papier tant aussi longtemps que vous le surveillez, qu'il n'y ait pas de trou dedans. C'est ça, mais prendre le temps de le nettoyer, parce que c'est un peu comme le feutre que je vous ai dit. Il y a des gens qui vont utiliser des feutres des années de temps, mais faire attention au lavage, pas laver ça à la laveuse à pression puis que vous vous regardiez au travers. Là. Mais c'est sûr que oui, ça se lave, ça fait qu'on peut réutiliser. Moi, je conseille d'en mettre 2 pour être sûr. Puis occasionnellement, bon, on jette lui qui est sale, puis on le remplace par un propre. Fait que c'est une méthode de pouvoir utiliser encore plus vos papiers. Oui?
Bon, ça, c'est une très bonne question. Je pourrais malheureusement, ça, c'est une question que je ne pourrais pas vous répondre pour être sûr de ne pas me mettre les pieds dans les plats. Mais c'est une question que j'ai évité de me faire accoler au mur parce qu'on l'a développé en stainless maintenant. Fait que les gens ont le choix de prendre de l'aluminium ou du stainless. C'est sûr que c'est un peu plus coûteux en stainless parce que c'est fait à la main, puis c'est pratiquement de l'artisanat, mais aujourd'hui, on a les deux produits. Dans 5 ans, dans 10 ans, ce que les normes vont me demander, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, sinon je vous le dirais. Ça me ferait plaisir de vous le dire, mais vous seriez tous déçus parce que 80 de vous autres, vous avez de l'aluminium. Mais aujourd'hui, on a les deux produits, puis ils sont disponibles sur le marché. C'est une bonne question, je n'avais pas la réponse. Oui, monsieur? Bien, nous, on nous demande en tant que manufacturier de s'assurer qu'il n'y ait pas de plomb dans notre aluminium. Donc, c'est le plus loin qu'on peut aller présentement. Mais la norme californienne, là, 4 ans, personne n'en parlait. Là. Puis c'est, à mon avis, c'est pas le plomb qu'il y a dans notre sirop qui nous aurait fait mourir. Là. Mais pour se conformer, on n'a pas le choix de suivre ce que les autres ont décidé pour nous autres. Ça fait qu'on n'a pas le choix de se conformer. Pardon? Non, une pompe à diaphragme, c'est sûr que ça a une durée. Les petites pompes à diaphragme, c'est une pompe à diaphragme, ça. Mais l'avantage d'une petite pompe à diaphragme comme ça, on peut acheter seulement que la tête, qui coûte 60 $, versus une pompe à guire qui était rendue à près de 400 avant, puis qu'elle ne se réparait pas. Celle-là, on peut acheter juste la tête. C'est des diaphragmes. Présentement, à part que quelqu'un qui rentre un morceau qui est vraiment coupant, qui brise un diaphragme, mais habituellement, là, ça fait quand même une très, très belle job, puis ça a une durée de vie quand même très intéressante. Oui, ça ne la brise pas, ça tourne sans sirop dedans. Là. C'est sûr que le seul défaut de ces petites pompes-là, ils ont de la misère à pousser la pression. Faire attention quand vous allez avoir ce modèle-là. Pour se charger, s'il a rentré de l'air à un moment donné dans la succion, bien, elle est prise avec de l'air, puis là, elle n'est pas capable de bâtir la pression pour pousser l'air et de se respirer du sirop. Donc, il faut faire une fuite de ce côté-là pour réussir à laisser arriver du liquide. Lorsque le liquide va être là, elle va être capable de recommencer sa compression. Je ne sais pas si vous avez imaginé ça pour que vous puissiez comprendre. Oui, les pompes à diaphragme, oui, la question, c'est on peut les laisser marcher, ça ne dérange pas, là, ça ne l'use pas vraiment, là, c'est sûr que tout a une limite, là, mais l'utilisation qu'on en fait dans une année, c'est minime. Il faut faire attention, le début de ma filtration, il est toujours ouvert au maximum, tant ou longtemps que j'ai assez de débit pour me satisfaire. C'est sûr que, encore là, c'est variable selon le nombre d'entailles que vous avez. S'il faut que je sorte un baril à l'heure, bien, il ne faut pas que je laisse sortir gros comme un petit doigt parce qu'on va finir tard. Mais vers la fin, quand on voit qu'on commence à atteindre des 10, 15 livres, bien, là, on sent qu'on va commencer, on devrait commencer d'être aux 3/4 nos cadres pleins. Donc, c'est là que pour finir, je vais monter au maximum de mes pressions, moi aussi, mais seulement vers la fin. En théorie, on devrait être en train de compacter, ce cadre-là vers la fin. Fait que si vous n'êtes pas en train de le compacter lorsque vous allez l'ouvrir, ça veut dire que votre mélange poudre et sirop n'était pas tout à fait adéquat. Donc, ça va être à vous de le corriger la fois suivante. D'autres questions faciles? Non, oui? Oui? Comment on fait pour calculer quelle presse on a besoin? C'est sûr que la quantité d'érable que vous avez va vous dicter un peu la grosseur de presse et le nombre, votre tolérance à faire le nettoyage de votre presse aussi. C'est sûr que je ne vendrai jamais ça à une personne qui a 4000 entailles. Il va me la ramener ou il va me demander que Linda aille le faire nettoyer les fils chez lui. Mais une presse à 4 plaques,
dans le modèle de stainless ou aluminium, 2000 entailles, ça fait très, très bien la job. Puis une 7 plaques va faire aussi bien la job parce que vous allez faire 2, 3, 4 jours avec. Il faut s'enlever dans l'idée que vous êtes obligé de faire votre presse. Là. Moi, je n'oserais presque pas vous le dire, mais ma presse que je vais avoir dans ma cabane à sucre, je vais la faire 2 fois dans le printemps. Peut-être que les presses me coûtent moins cher que vous autres, mais je vais la faire 2 fois dans le printemps. C'est pas une obligation de faire des presses. C'est sûr qu'à l'achat, ben, le prix varie selon la grosseur que vous avez besoin, mais une presse, ce qui est important de retenir, il ne faut pas l'ouvrir avant qu'on ait utilisé 100%, excepté que si on est rendu à la fin de la journée et qu'il reste 10-15 gallons de sirop à faire, ben, qu'il y aurait eu de disponible dedans, ben là, il vaut mieux prendre le temps de la faire là pour qu'elle soit prête pour le lendemain. Oui? Combien mélanger la poudre avec le sirop? Bien, moi, comment mélanger la poudre? Moi, je pense que si vous voulez avoir quelque chose de stable chez vous, c'est ce qu'on fait quand on fait des tests dans des équipements, il faut respecter des choses qui sont toujours constantes. Si vous vous habituez à charger votre sirop avec 20 gallons de sirop, bien, le lendemain, prenez-en pas 30 gallons de sirop. Prenez toujours la même ligne de sirop. Votre sirotier est aux 3/4. Vous êtes habitué de mettre 10 cannes de sirop. Bien, si possible, quand votre sirop est aux 3/4, si vous n'aviez pas mis assez, bien, vous en mettez 13 cannes de sirop. Mais ça va être beaucoup plus facile de respecter ce que vous pouvez contrôler tout le temps, puis varier avec ce que vous avez à ajuster, seulement la poudre. Fait que c'est la méthode la plus facile à retenir, de partir toujours avec quelque chose de constant. Si vous avez 5 gallons, puis que vous mettez 2 cannes de poudre, parce que ça prend 2 cannes de poudre, parce que vous allez aller chercher le maximum, bien, faites-le toujours avec le premier 5 gallons. Puis à tous les 5 gallons, bien, vous mettez 2 cannes de poudre. Fait que aussi faire attention que lorsque votre presse est en fonction, toujours prendre le temps d'agiter votre sirop pour que la poudre arrive à la même vitesse. Si vous mélangez votre poudre dedans, vous partez une demi-heure, quand vous revenez et partez votre presse, votre sirop va se ramasser tout dans le début du pompage, où il va être déposé au fond, puis vous allez couper le rendement de votre presse en 2 ou en 3. Il faut qu'il soit toujours en suspension dans votre sirotier. Fait que manuellement, vous allez le maintenir en suspension en agitant le plus possible, puis vous allez aller chercher votre maximum. Oui, Mélie? Donner un petit truc pour donner un dernier coup à la fin de la journée avec une presse qui serait due à changer. Ah oui, c'est vrai, oui. Bien, peut-être que bien des gens le savent. Il vous reste 2 gallons de sirop. Vous êtes rendu à 50, 60 livres de pression. Ce modèle de pompe-là, il vous le dit, elle arrête tout seul à la pression. Bien, vous pouvez démonter juste 1 ou 2 plaques. Vous n'êtes pas obligé de la défaire au complet. Vous remettez ça en nœud, puis vous repartez. Fait que c'est une méthode pour se sauver la fin de la journée, sans être obligé de tout défaire la presse. La première au bord ici, pour ne pas décoller toutes les autres, pour ne pas briser votre étanchéité, vous allez démonter juste les deux premières. S'il vous reste 4-5 gallons, bien là, vous allez tomber en filtration qui va passer rendu là. Il y a une petite nouveauté qui peut se faire, qui peut s'installer sur tous les modèles de presse. Si vous avez des compresseurs à sec, vous êtes en mesure de pouvoir instaurer avec un jeu de valve, on peut venir pousser. Il faut s'assurer d'avoir un compresseur qui n'a pas d'huile dedans. On peut pousser de l'air à l'intérieur de la presse. Puis ceux qui vont aller un peu plus loin dans cette technique-là, on pourrait repousser de l'air à l'intérieur de l'entrée en fermant une valve ici. Ça va vous permettre de décoller un petit peu. Autrement dit, on va venir pousser de l'air vers l'extérieur. Si vous étiez bloqué, ça pourrait vous donner une petite extension pour compléter.
Mais s'assurer de ne jamais avoir d'huile dans l'air que vous allez pousser là. Sinon, un petit crochet assez sévère de saveur. Si vous y allez avec 5 à 10 livres maximum, jamais plus loin parce que votre papier n'a aucune force de résistance. Si vous arrivez, là, vous allez vous trouver à pousser de l'air. C'est pas dans celle-là, ça va être dans l'autre qui est là. Vous allez vous trouver à pousser de l'air par les petits trous qui sont ici. Ça va venir injecter de l'air entre le papier et votre plaque, puis ça va décoller tranquillement. Si vous allez mettre 100 livres, vous venez de vous garantir un défaut de filtration. Ben, pas 60 livres s'il est apposé à ça. Si vous poussez 60 livres à l'intérieur ici, il va défoncer. Fait que c'est sûr qu'il faut faire vraiment attention. C'est pour ça qu'on en parle à la toute fin. Il faut être très délicat dans l'utilisation de ce système-là. D'autres questions? Oui? Si on vend de la poudre, oui, on en vend de la poudre, mais c'est pas avec LSD, c'est juste LS. OK? Donc, j'espère que j'ai su répondre et j'ai su vous enseigner au moins une petite chose. Puis, si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, on a un numéro sans frais, vous m'appelez, puis ça va me faire plaisir de vous aider. Merci.